nous allons parler des Byzantins. Parce que les Byzantins font beaucoup de secrets et d'intrigues. Donc, Simon va commencer. Donc, je vais vous parler de l'usurpation de Jean Tzimiskès, qui va assassiner l'empereur Nicéphore Phocas. Je vais vraiment me concentrer sur la nuit de l'assassinat lui-même. Je sais que l'événementiel, c'est pas la tasse de thé à tout le monde, mais je trouvais que ça ressemblait un peu plus à un mauvais film hollywoodien d'intrigue, plutôt qu'un vrai complot super organisé d'assassinat à cause de tous les hauts et les bas qu'il y a dedans et les rebondissements. Bon, pour faire un bon complot byzantin, on a besoin de plusieurs ingrédients. Premièrement, deux jeunes empereurs qui ne sont pas en âge de régner. Je nomme Basile II qui a 4 ans au moment de son couronnement et son frère Constantin, 8, qui a 1 an et demi. Au moment du complot, ils ont 11 et 8 ans respectivement. Ensuite, on a besoin de leur mère, Théophano, qui va être la clé de la légitimité au pouvoir. Elle s'inquiète pour ses enfants et donc, pour empêcher le fait qu'ils se fassent mutiler et usurper leur place, elle va chercher à marier un aristocrate important pour qu'il agisse comme co-empereur, comme régent pour ses 2 fils. Ensuite, on a besoin du dit aristocrate important, qui est l'empereur Nicéphore Phocas. Son règne va commencer assez bien, mais plus rapidement qu'autrement, il va devenir de moins en moins populaire aux yeux de tous. Puis, finalement, l'ingrédient le plus important, on a besoin du neveu de Nicéphore Phocas, qui est un homme très charmant, selon toutes les sources, qui est très populaire aussi aux yeux de l'armée, aux yeux, il va devenir plus populaire aux yeux du clergé. Et il se trouve aussi être l'amant de l'impératrice Théophano, ce qui va toujours bien quand on parle d'intrigue et de mystère. Je nomme Jean Tzimiskès. C'est à peu près le résultat qu'on va voir à la fin de la nuit du meurtre de Nicéphore Phocas. Et pour clarifier le tout, je me suis amusé à faire un beau ciment pour montrer la relation entre tous les acteurs importants. Donc, la nuit qui vous intéresse est celle du 13 décembre 969. Jean Tzimiskès est en isolement dans sa demeure. Nicéphore Phocas le enfermé là, disons, parce qu'il a des soupçons contre lui, il est populaire, il peut lever une armée importante contre lui. Et donc, il a décidé de le mettre en isolement. Théophano, cette nuit-là, va envoyer un messager pour aller le chercher et va le ramener vers le palais impérial. Là, apparemment, si on se fie à la chronique de Jean Skikitsès, on va le hisser dans un grand panier pour le mener au palais. Et là où les autres co-conspirateurs vont attendre, dont, je ne vais pas tous les nommer, seulement le plus important, Léon Ablantès. Vous allez voir pourquoi il va être important plus tard. Ils vont se diriger dans le palais vers la chambre de l'empereur. Malheur, l'empereur n'est pas là. Il pense que le coup a été découvert, que l'empereur est au courant, que les parties cachées, que la garde pourrait débarquer à n'importe quel moment. Ce n'est pas la garde qui va arriver, heureusement pour eux, ce sont des jeunes servantes qui sont envoyées par le maître des chambres du palais, qui est techniquement celui qui est responsable de la défense de l'empereur quand il dort. C'est toujours bon de l'avoir dans le coup quand on veut assassiner l'empereur. Et donc, les jeunes femmes vont mener Jean Tzimiskès, Léon Ablantès et les autres assassins vers la véritable chambre où l'empereur dort. Il a été un peu moins dur à trouver. Il dormait sur le sol et il ronflait. Donc, ils n'ont pas eu de misère à savoir dans quel coin où il était. Ils vont le réveiller et le décapiter. On va afficher sa tête ensuite sur les murs de la citadelle pour dire « L'empereur est mort, il faut couronner quelqu'un d'autre. » Jean Tzimiskès va ensuite se rendre devant le patriarche, parce que c'est lui qui va le couronner. Mais, un peu réticent, Polyeucte, le patriarche, va lui dire qu'il ne peut pas lui donner de couronne tant qu'il a encore le sang de Nicéphore Phocas sur les mains. Tzimiskès va se défendre en disant qu'il n'a rien à voir avec l'assassinat, que tout était planifié par Théophano,
son amante est la femme de l'empereur, et que le vrai meurtrier est Léon Ablantès. C'est pour ça qu'il était important et qu'il fallait le nommer. Le patriarche va dire, OK, je vais te couronner à la condition qu'il évince Théophano du pouvoir, qu'il l'exécute ou qu'il se débarrasse de Léon Ablantès, qu'il donne tous ses biens privés aux pauvres, il doit quand même faire pénitence et montrer un peu de piété, et en même temps, il va en profiter pour lui dire de détruire une loi que Nicéphore Phocas a promulguée qui vient embarrasser les affaires de l'Église, une loi contre la revente de terres agraires ou l'échange entre monastères. Si vous avez des questions, vous pouvez la poser plus tard. Par manque de temps, je ne vais pas trop approfondir là-dessus. Jean Tzimiskès va procéder et finalement recevoir la couronne. Rapidement, pourquoi assassiner l'empereur? Généralement, ce qu'on voit plus souvent qu'autrement dans l'Empire, c'est des usurpateurs qui vont lever une grande armée, qui vont battre l'empereur sur le champ de bataille et qui vont gagner leur légitimité comme ça. Là, on va vraiment procéder dans l'ombre par un assassinat. C'est à cause du jeu des pouvoirs et des familles. Dans le fond, Jean Tzimiskès, malgré le fait qu'il est le neveu de Nicéphore Phocas, n'a pas de lien avec la famille Phocas en tant que telle, qui est une famille aristocratique très importante d'Asie mineure. Et donc, l'empereur peut lever à peu près autant de ressources à ce qu'on estime que Jean Tzimiskès. Et il a l'avantage d'avoir Constantinople. Si Jean Tzimiskès n'est pas capable de prendre Constantinople avec une armée, c'est terminé pour lui. C'est pour ça qu'ils vont opter pour un assassinat. C'est techniquement plus facile, même si on nous dit que Nicéphore était au courant du plan, mais qu'il a un peu ignoré l'appel. Et donc, grâce à cela, le plan va avoir fonctionné. Nicéphore va être couronné empereur, mais si vous vous souvenez, j'ai dit que Théophano était la clé de la légitimité impériale. C'est la mère des deux empereurs légitimes au pouvoir. Elle n'est plus là, et Jean Tzimiskès n'a plus personne pour montrer sa légitimité. Malgré le fait qu'il soit un général brillant, qu'il ait gagné plusieurs victoires en Orient contre les différents émirs sous les Abbassides, ça lui prend quand même un lien familial avec Basile et Constantin. C'est très simple. Pour réussir cela, il va tout simplement marier la tante des deux empereurs, Théodora, qui est la sœur de l'empereur Romain II, leur père. À la mort de Tzimiskès, apparemment il a été empoisonné. On pense aussi peut-être que c'est par la fièvre typhoïde. J'approfondirai pas plus là-dessus. L'Empire est stable. Les frontières ont été poussées en Orient, ont été stabilisées en Occident, mais est-ce que l'Empire est en paix? Merci pour cette valeureuse suite. Moi, je vais vous parler de Basile II, celui qui va succéder à Jean Tzimiskès. Quand il prend l'Empire, il y a 4 zones de tension autour et à l'intérieur de l'Empire. Il y a bien sûr les musulmans ici. Au nord, il y a toujours les Russes qui font chier avec les Bulgares ici. Et à l'ouest, il y a l'Empire, parce que les Byzantins ont des possessions en Italie. La question de l'Empire est relativement réglée, on va dire relativement parce qu'il y a toujours des problèmes, mais avec le mariage d'une des sœurs ou tantes, ou on ne sait pas vraiment qui, mais c'est une princesse, Théophano qui est marié avec Othon II, donc ce problème en Italie est réglé. Après ça, il y a des problèmes en Asie mineure, avec ce que tu as dit justement tantôt, c'est qu'il y a des aristocrates assez puissants, qui vont s'appeler Bardas, Cléros et Phocas, qui vont se rebeller, parce qu'il n'y a rien de mieux pour accueillir un nouvel empereur que la rébellion. Donc de 976 à 979, il y a Bardas Cléros qui va se rebeller. Il va être vaincu, et pour montrer qu'il se soumet, il va se re-rebeller en 986 avec Phocas. Les deux vont être battus grâce à l'aide, et oui, des Russes, qui vont venir s'intégrer à la politique de Basile II. En fait, ce que Basile II va faire,
c'est que malgré certaines tensions, parce que c'est pas toujours facile de marier quelqu'un quand il n'est pas de ta religion, il va marier une princesse byzantine avec Vladimir Ier, qui n'a aucun lien avec Vladimir Poutine. Aucun rapport, mais... ce qui a des conséquences encore aujourd'hui, parce que ce mariage-là va avoir une conversion, donc les Russes vont se convertir à l'orthodoxie, ce qui est encore valide aujourd'hui, et ça va justement arrêter un des points de tension au nord avec les Russes, et permettre à Basile II de se retourner vers les trois autres points qui restent, les musulmans, les tensions internes, et, qui sont réglées, on vient de le dire, et les Bulgares, qui vont être le sujet central de cette présentation. Donc, Phocas meurt, Scléros se soumet à Basile II, et au moment où il se soumet, Basile II a une victoire totale sur l'aristocratie pour l'instant, parce qu'il y avait encore des rébellions, ce qui va se voir dans justement une des images que je travaille dessus et qui ont permis de bien comprendre cet événement, qui est la victoire sur les Bulgares. Ce qu'on sait, c'est qu'en l'an 1000, tous les Balkans sont sous domination byzantine. Tous! Non! En effet, un peuple d'irréductibles bulgares résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ce qui a permis à Basile II de se retourner contre ces Bulgares, c'est qu'avec le calife Al-Hakim, en 1000, 1011 et 1023, il y a des traités. La raison pourquoi Al-Hakim fait des traités avec Basile II, c'est qu'il y a des graves tensions internes chez les musulmans, ce qui force les califes à neutraliser une zone menaçante qui est l'Empire byzantin. Donc ça permet à Basile II de se retourner contre les Bulgares. Ils sont ici, voilà en bas. Avant ils sont armés, là, mais là ils sont pacifiés. Ça commence en 1001. Il y a une campagne qui va durer 4 ans, 5 ans, qui va se terminer en 1005 sur une paix blanche, sauf pour les Bulgares. L'empereur va réattaquer en 1014, parce que comme l'a dit George Lucas, un célèbre historien, quand l'Empire attaque... L'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque. J'ai même pas parti mon timer. Okay. L'événement marquant de cette campagne, c'est la bataille de Cléidion. C'est connu, parce que c'est un peu bizarre en fait. C'est là où est-ce que l'empereur aurait fait aveugler 14 000 ou 15 000 Bulgares, ce qui, en plus de créer de l'emploi, parce que c'est quand même 28 000 yeux à crever. Aurait tué à vue le tsar Samuel, qui aurait vu son armée complètement aveuglée, sauf 100 personnes, parce qu'il faut quand même les ramener chez eux. Eux, ils ont juste crevé un œil, comme ça ils peuvent voir puis les ramener en Bulgarie. Donc, le tsar Samuel serait mort à vue de son armée décimée. C'est improbable que cela soit arrivé, pour une raison, à part le fait que ça prend du temps, mais parce que la Bulgarie va résister de 14 à 18. Pas comme la guerre, mais de 1014 à 1018. Et c'est impossible qu'elle ait survécu autant longtemps avec 14 000, 15 000 soldats en moins. C'est ce que l'historiographie dit. Moi, j'étais pas sur place, donc je peux pas vous le confirmer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en 18, la Bulgarie est conquise. Basile II revient triomphant à Constantinople. Et la raison pourquoi ici on sait que c'est des Bulgares, en fait c'est selon les textes qui sont autour, parce que ceci est dans un psautier. Un psautier est un livre liturgique avec 150 psaumes environ, pas environ mais généralement, qui sont attribués au roi David. Et les textes qui sont autour, bien qu'ils ont été remaniés, et là d'ailleurs il y a plein de secrets et d'intrigues, parce qu'on ne sait pas c'est qui avait eu avant, c'était peut-être le roi David, et si c'est le roi David, c'est une signification, parce que là Basile II se met en face du roi David, mais on ne sait pas, donc en fait on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Basile II se montre comme un empereur triomphant et militaire. D'ailleurs, ici c'est 6-5. C'est la seule alliance qui n'a pas nécessité de mariage, parce que comme il dit dans son texte plus tard, les 5 sont ses alliés. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir en gros de Basile II,
c'est que malheureusement c'est éphémère. Toutes ses victoires, parce qu'il va réussir à reprendre la Syrie du Nord. Antioche, il va regarder ses possessions en Italie. Un peu comme, le rêve était un peu comme celui de Justinien. D'ailleurs, beaucoup d'historiographes vont l'associer à Justinien et le mettre dans la catégorie des grands empereurs byzantins. Sauf que les choses qu'il a mis en place n'ont pas perduré pour des raisons de problèmes dynastiques, de mauvais empereurs, mais aussi par la menace, par exemple, Seljukide qui va arriver vers les années 1055. Mais ce qu'on peut dire, c'est que avec lui, l'idée de Oïkoumen, qui est je le prononce mal, mais l'Empire universel est à son paroxysme depuis les invasions arabes. Les Balkans sont sous domination. La Russie est intégrée par la conversion, ou en tout cas, il n'y a plus trop de problèmes. La nomination du métropolitain de Kiev se fait à Constantinople, et la monnaie internationale, si on peut dire internationale, est la nomisma, qui est une monnaie héritée de Constantin, donc une monnaie byzantine. On sait que une des seules villes qui a un prestige comparable, c'est Bagdad, mais Bagdad tombe aux mains des Seljoukides, et on sait après. Maintenant, nous on le sait, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment lui, à ce moment-là, voit l'avenir de l'Empire byzantin comme glorieux et rose. Malheureusement, ça n'arrivera pas pour lui. Et voilà.